le 24 mai 1941. 5h52 du matin. Dans le détroit du Danemark, entre l'Islande et le Groenland, quelque chose d'impossible est en train de se produire. Le HMS Hood, fierté de la Royal Navy, symbole de la puissance maritime britannique depuis 20 ans, est en train de mourir. À bord du croiseur lourd HMS Prince of Wales, qui se bat à côté du Hood, le matelot Bob Tilburn observe la scène avec une incrédulité totale. Il a 18 ans. C'est son premier engagement de combat. Et ce qu'il voit défie toute logique, toute formation. Tout ce qu'on lui a enseigné sur la suprématie navale britannique, le Hood. Ce mastodonte de 42 000 tonnes qui a sillonné tous les océans du monde comme ambassadeur de la puissance impériale britannique, ce navire que les amiraux disaient invincible, est en train de se briser en deux sous ses yeux. Il ne comprend pas immédiatement ce qui s'est passé. Il a vu les éclairs des canons ennemis à l'horizon. Il a senti les vibrations des obus qui passaient au-dessus de sa tête. Et puis, soudainement, une explosion colossale. Une boule de feu qui monte à des centaines de mètres dans le ciel gris de l'Atlantique Nord. Quand la fumée se dissipe légèrement, le Hood n'est plus là. Enfin, plus exactement, il y a deux morceaux du Hood qui pointent hors de l'eau à des angles impossibles. Et entre eux, rien. Le navire s'est littéralement cassé en 3 minutes. Du premier impact à la disparition complète sous les vagues, 3 minutes se sont écoulées. Sur les 1418 hommes à bord du Hood, seuls 3 survivront. Tilburn entendra plus tard les détails. Un obus de 388 mm a percé le pont blindé du Hood à un angle presque parfait. Il a traversé plusieurs niveaux de protection. Il a atteint les soutes de munitions arrière où des tonnes de poudre propulsive étaient stockées. Et puis la détonation. Une explosion si massive que la coque entière du navire s'est fragmentée instantanément. Mais ce que Tilburn ne comprend pas encore, ce matin glacial de mai 1941, alors que les débris du Hood dérivent autour de lui et que le Prince of Wales bat en retraite sous le feu ennemi, c'est que ce qu'il vient de voir changera la face de la guerre. Et navale pour toujours le navire qui vient de détruire. Le Hood, en moins de 5 minutes, porte un nom qui hantera les cauchemars de l'amirauté britannique pendant des années. Bismarck est l'histoire de ce cuirassé, comment il a été conçu, ce qu'il représentait, ce qu'il a accompli, et comment il est mort, est bien plus qu'une simple histoire de bataille navale. C'est l'histoire de comment un seul navire peut changer la psychologie d'une guerre entière. Revenons en arrière. 1935. 6 ans avant cette matinée catastrophique dans le détroit du Danemark. Pour comprendre pourquoi le Bismarck était si important, pourquoi sa simple existence terrorisait l'amirauté britannique. Il faut d'abord comprendre le contexte politique et militaire de l'Allemagne dans les années 1930. Le traité de Versailles de 1919, qui avait mis fin à la Première Guerre mondiale, avait imposé des restrictions draconiennes à la marine allemande. Pas de cuirassés de plus de 10 000 tonnes. Pas de sous-marins. Pas de porte-avions. La fière Kaiserliche Marine, qui avait défié la Royal Navy pendant 4 ans de guerre, avait été réduite à une force côtière insignifiante. Mais en 1933, Adolf Hitler arrive au pouvoir avec des ambitions très différentes. Il rejette ouvertement les restrictions de Versailles. Il réarme l'Allemagne. Et pour une nation qui se voyait comme une grande puissance, cela signifiait reconstruire une marine capable de défier la Grande-Bretagne. En 1935, l'accord naval anglo-allemand autorise l'Allemagne à construire une flotte représentant 35% du tonnage de la Royal Navy. C'est une concession stupéfiante de la part des Britanniques, motivés par l'espoir naïf qu'on pourrait apaiser Hitler en lui donnant ce qu'il voulait. L'Allemagne commence immédiatement à construire des cuirassés. Et pas n'importe quel cuirassé. Les ingénieurs navals allemands ont passé 15 ans à réfléchir, à calculer, à concevoir le cuirassé parfait. Tous les enseignements de la bataille du Jutland en 1916, toutes les innovations technologiques des années 1920 et 1930, tout est incorporé dans ces nouveaux monstres d'acier. Le premier de ces navires sera baptisé Bismarck, du nom du chancelier qui avait unifié l'Allemagne au XIXe siècle. Et c'est un choix symbolique délibéré. Ce navire ne sera pas simplement un outil militaire. Il sera un symbole de la renaissance de la puissance allemande. La construction commence le 1er juillet 1936 au chantier naval Blohm & Voss à Hambourg.
Et dès le début, c'est un projet titanesque. Plus de 2000 ouvriers travaillent sur le navire pendant près de 3 ans. 50 000 tonnes d'acier. Des plaques de blindage de 320 mm d'épaisseur, forgées spécialement pour résister aux obus les plus puissants. Des moteurs capables de développer 150 000 chevaux vapeur. Franz Hartmann travaillait comme soudeur au chantier Blohm & Voss pendant la construction du Bismarck. Après la guerre, il décrira l'atmosphère de ces années dans ses mémoires. Nous savions que nous construisions quelque chose d'extraordinaire. Les contremaîtres nous disaient constamment que ce navire serait le plus puissant jamais construit. Chaque soudure devait être parfaite. Chaque plaque de blindage devait être installée avec une précision millimétrique. Nous travaillions parfois 16 heures par jour, mais personne ne se plaignait. Il y avait un sentiment de fierté, presque de mystique, autour de ce projet. Je me souviens du jour où nous avons installé les premiers canons principaux. Ces monstres de 15 pouces, pesant chacun plus de 100 tonnes. Il fallait des grues spéciales juste pour les soulever. Quand les 8 canons ont été finalement installés dans leurs 4 tourelles, le navire avait l'air d'un château flottant, une forteresse mobile. Le 14 février 1939, le Bismarck est lancé. La cérémonie est grandiose, orchestrée par le régime nazi comme un spectacle de propagande. Adolf Hitler lui-même assiste à l'événement. La petite fille d'Otto von Bismarck brise la bouteille de champagne traditionnelle contre la coque. Des dizaines de milliers de personnes applaudissent, alors que les 50 000 tonnes du navire glissent dans l'eau de l'Elbe. Mais le lancement n'est que le début. Il faudra encore 2 ans d'équipement, de tests, d'ajustements avant que le Bismarck soit opérationnel. Pendant ce temps, la guerre éclate. La Pologne tombe en septembre 1939. La France s'effondre en juin 1940. La bataille d'Angleterre fait rage dans le ciel. Et pendant tout ce temps, les espions britanniques surveillent anxieusement les rapports venant d'Allemagne sur ce nouveau cuirassé mystérieux. Les chiffres qu'ils reçoivent sont alarmants. 50 000 tonnes de déplacement. 8 canons de 380 mm. Blindage pouvant résister à presque n'importe quel obus existant. Vitesse de 30 nœuds, plus rapide que la plupart des cuirassés alliés. À l'amirauté britannique, dans les bureaux sombres de Whitehall, à Londres, les amiraux étudient ces rapports avec une inquiétude croissante. Si ce navire sortait dans l'Atlantique, s'il commençait à attaquer les convois d'approvisionnement qui maintenaient la Grande-Bretagne en vie, les conséquences seraient catastrophiques. Car voici la réalité stratégique de 1941. La Grande-Bretagne est une île assiégée, seule contre l'Allemagne nazie après la chute de la France. Les U-boots coulent déjà des centaines de milliers de tonnes de navires marchands chaque mois. Si un cuirassé de surface comme le Bismarck se joignait à cette campagne, si ce monstre invincible commençait à traquer les convois, la situation déjà désespérée pourrait devenir intenable. Le First Sea Lord, l'amiral Sir Dudley Pound, exprime cette angoisse dans une note confidentielle à Winston Churchill en mars 1941. Le Bismarck représente une menace existentielle pour nos lignes d'approvisionnement. Nous avons actuellement 3 cuirassés dans l'Atlantique qui pourraient potentiellement l'affronter en combat singulier. Mais aucun n'est son égal en puissance de feu ou en protection. Notre seule stratégie viable sera de le submerger par le nombre, ce qui signifie dégarnir d'autres théâtres d'opération. Si le Bismarck et son navire jumeau Tirpitz deviennent tous deux opérationnels simultanément, je ne suis pas sûr que nous ayons les ressources pour les contenir tous les deux. C'est une admission extraordinaire. La plus grande marine du monde, celle qui a dominé les océans pendant 2 siècles, admet qu'elle craint un seul navire allemand. Août 1940. Pendant que les bombardiers de la Luftwaffe tentent de soumettre l'Angleterre depuis le ciel, le Bismarck achève ses essais en mer dans la Baltique. Le capitaine Ernst Lindemann, 45 ans, vétéran de la marine allemande depuis 1913, a été choisi pour commander ce navire prestigieux. C'est un marin accompli, respecté par ses hommes, connu pour son professionnalisme et sa compétence technique plutôt que pour son enthousiasme nazi. À bord avec lui, 2200 hommes. Des marins, des artilleurs, des mécaniciens, des cuisiniers, des infirmiers. Une ville flottante, avec ses routines, ses hiérarchies, ses amitiés et ses tensions. Beaucoup sont jeunes, à peine sortis de l'adolescence. Pour eux, servir sur le Bismarck est un honneur immense. C'est le navire le plus puissant de la flotte allemande,
peut-être du monde entier. Les essais révèlent les capacités extraordinaires du navire. Lors d'exercices de tir, les 8 canons principaux démontrent une précision remarquable à des distances de plus de 25 km. Le blindage résiste aux tests de simulation. Les moteurs peuvent propulser le navire à 31 nœuds, suffisamment rapide pour fuir presque n'importe quel adversaire s'il le fallait. Mais il y a aussi des problèmes. Le système de direction est vulnérable, une seule cible située derrière les hélices. Les canons anti-aériens sont inadéquats pour affronter des attaques aériennes massives. Et surtout, le navire est incroyablement gourmand en carburant. À vitesse maximale, il consomme des quantités astronomiques de mazout, limitant son rayon d'action. Ses faiblesses seront toutes exploitées lors de sa dernière mission. Mais en août 1940, alors que les essais se terminent avec succès, l'équipage ne pense qu'à la gloire qui les attend. Mai 1941. L'heure de la sortie approche. L'opération s'appellera Rheinübung, exercice du Rhin. Le plan est audacieux dans sa simplicité. Le Bismarck, accompagné du croiseur lourd Prinz Eugen, quittera les eaux allemandes, traversera le détroit du Danemark entre l'Islande et le Groenland, puis se déchaînera sur les routes des convois de l'Atlantique Nord. L'amiral Günther Lütjens commandera la force opérationnelle depuis le Bismarck. Lütjens est l'un des officiers navals les plus expérimentés d'Allemagne, ayant mené des raids réussis avec les cuirassés Scharnhorst et Gneisenau plus tôt dans la guerre. Mais il n'est pas optimiste concernant cette mission. Dans une conversation privée avec un ami avant le départ, Lütjens confiera « Je ne reviendrai pas de cette opération. Les Britanniques déploieront toute leur flotte pour nous arrêter. Nous pourrions couler quelques navires, peut-être même un cuirassé. Mais finalement, ils nous auront. » C'est une prédiction sinistre et remarquablement précise. Le 18 mai 1941, le Bismarck quitte Gotenhafen, maintenant Gdynia en Pologne. Le Prinz Eugen le rejoint depuis Kiel. Ensemble, les deux navires remontent vers le nord le long de la côte norvégienne, faisant une escale brève dans les fjords près de Bergen pour prendre du carburant supplémentaire. Mais déjà, les Britanniques savent. Un avion de reconnaissance a photographié les deux navires dans le fjord. Les rapports atteignent l'amirauté à Londres. L'alarme est immédiate. Winston Churchill lui-même sera informé. Sa directive est simple et absolue. Couler le Bismarck. Ce qui suit est l'une des plus grandes chasses maritimes de l'histoire. L'amirauté britannique mobilise pratiquement toutes les unités navales disponibles. Cuirassés, croiseurs, destroyers, porte-avions. Plus de 40 navires seront impliqués à un moment ou un autre dans la traque du Bismarck. Le 22 mai, le Bismarck et le Prinz Eugen quittent les eaux norvégiennes et se dirigent vers le détroit du Danemark. C'est un passage risqué, étroit, surveillé par les patrouilles britanniques. Mais c'est aussi le chemin le plus court vers l'Atlantique ouvert. Les croiseurs lourds britanniques HMS Norfolk et HMS Suffolk patrouillent justement dans cette zone. Le 23 mai, par un temps brumeux avec une visibilité réduite, le Suffolk repère les navires allemands sur son radar. Le contact est établi. Le jeu du chat et de la souris commence. Les croiseurs britanniques suivent les Allemands à distance, transmettant constamment leur position. Ils n'osent pas s'approcher trop près. Le Bismarck pourrait les pulvériser en quelques minutes. Mais ils maintiennent le contact, comme des chasseurs traquant un lion blessé, attendant que des forces plus importantes arrivent. Et ces forces arrivent. Le HMS Hood et le HMS Prince of Wales, qui patrouillaient au sud de l'Islande, reçoivent les rapports de position. Le vice-amiral Lancelot Holland, commandant la force depuis le Hood, ordonne l'interception. Il naviguera toute la nuit vers le nord pour intercepter les Allemands au petit matin. À bord du Hood, cette nuit-là, l'atmosphère est tendue, mais confiante. Le Hood est le navire amiral de la flotte. Il est célèbre dans le monde entier. Sûrement, il peut affronter n'importe quel navire allemand. Mais quelques officiers plus âgés s'inquiètent. Le Hood a été lancé en 1918. Son design date d'avant la Première Guerre mondiale. Ses défenses anti-torpilles et son blindage de pont sont inadéquats selon les standards modernes. Il a été conçu pour affronter des cuirassés allemands de 1916, pas des monstres ultramodernes comme le Bismarck. Le capitaine Ralph Kerr, commandant du Hood, a exprimé ses inquiétudes à plusieurs reprises à l'amirauté. Il voulait que le navire entre en cale sèche pour des améliorations de blindage urgentes. Mais la guerre est arrivée,
et il n'y avait jamais eu le temps. Maintenant, cette faiblesse sera testée de la manière la plus brutale possible. 8 mai 1941. 5h37 du matin. La visibilité s'améliore. À une distance d'environ 25 km, les vigies britanniques repèrent les silhouettes des navires allemands à l'horizon. Holland ordonne à ses navires de se préparer au combat. À bord du Bismarck, les alarmes de combat résonnent. Les hommes se précipitent à leur poste. Dans les tourelles de canon massives, les servants chargent les obus géants, chacun pesant 800 kg. Dans la salle de contrôle de tir, les calculateurs mécaniques commencent leurs calculs complexes. Distance, vitesse relative, mouvement des vagues, vent, courbure de la Terre. L'amiral Lutjens regarde les navires britanniques s'approcher. Il identifie immédiatement le Hood par sa silhouette distinctive. C'est une cible prioritaire coulée. Le Hood serait un coup psychologique énorme pour les Britanniques, mais il y a quelque chose d'étrange dans l'approche du Hood. Le navire britannique vient directement vers eux, proue en avant. Innings. C'est une position extrêmement vulnérable. Dans cette configuration, le Hood ne peut utiliser que ses canons avant, seulement la moitié de sa puissance de feu totale. Et plus important, sa proue est la partie la moins blindée du navire. Pourquoi Holland a-t-il choisi cette approche? Les historiens débattent encore. Peut-être voulait-il fermer rapidement la distance pour minimiser le temps passé sous le feu ennemi. Peut-être voulait-il protéger les flancs moins blindés du Hood. Peut-être a-t-il simplement mal calculé. Quelle que soit la raison, ce sera une erreur fatale, Salfo 52. À une distance de 23 km, le Bismarck ouvre le feu. Le bruit est assourdissant. Les 8 canons tirent presque simultanément, créant une flamme orange brillante longue de 30 mètres. Le navire entier tremble sous le recul. Les obus de 800 kg s'envolent vers leur cible à une vitesse de 800 mètres par seconde. Les premières salves ratent. Les geysers d'eau explosent autour du Hood, certains à quelques mètres seulement de la coque, mais aucun impact direct. Le Hood riposte, ses canons de 380 mm rugissant en réponse. Le Prince of Wales ajoute son propre feu. Pendant quelques minutes, c'est un échange titanesque. Des dizaines de tonnes d'acier volant dans les deux directions à travers le détroit brumeux. Puis, à 5h55, après seulement 5 minutes de combat, cela arrive, une salve du Bismarck trouve sa cible. Au moins un obus, peut-être 2, les témoignages divergent, frappe le Hood près de sa tourelle arrière. À l'angle précis et fatal, les obus percent le pont blindé. Ce qui se passe ensuite est presque instantané. Les obus atteignent la soute de munitions arrière. Des centaines de tonnes de cordite, la poudre propulsive utilisée pour tirer les canons. Le cordite est extrêmement volatile. À température normale, il peut s'enflammer spontanément. Frappé par des obus explosifs, il détonne avec une force cataclysmique. L'explosion déchire littéralement le Hood en deux. La coque entière se fragmente. La section arrière coule immédiatement. La proue reste brièvement au-dessus de l'eau, l'avant du navire pointant vers le ciel dans un angle grotesque, avant de glisser sous les vagues. Bob Tilburn, le jeune matelot du Prince of Wales que nous avons rencontré au début de cette histoire, observe tout cela depuis moins d'1 kilomètre de distance. Il décrira plus tard la scène. C'était comme si le Hood avait été frappé par la main de Dieu. Une explosion si massive que la boule de feu montait plus haut que les mâts du navire. Puis, quand la fumée s'est dissipée, il n'y avait plus de navire. Juste des débris, des plaques de métal, des morceaux de bois, et dans l'eau froide, quelques têtes, très peu, d'hommes qui criaient à l'aide. Sur les 1418 hommes à bord du Hood, seulement 3 survivront. 3. Le vice-amiral Holland meurt. Le capitaine Kerr meurt. 1415 autres hommes meurent avec eux, piégés dans les compartiments inondés, écrasés par l'explosion, noyés dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord. C'est le plus grand désastre naval de l'histoire britannique. À bord du Bismarck, il y a un moment de silence abasourdi. Même les marins allemands, qui viennent de remporter une victoire stupéfiante, sont choqués par la rapidité du carnage. Le Hood, ce symbole de la puissance britannique, a été détruit en 3 minutes, mais la bataille n'est pas terminée. Le Prince of Wales continue de se battre, échangeant des salves avec le Bismarck. Plusieurs de ses obus frappent le cuirassé allemand, causant des dégâts limités mais significatifs. Un obus perce la proue, créant une fuite qui oblige l'équipage à sceller plusieurs compartiments.
Un autre endommage les réservoirs de carburant, contaminant le mazout avec de l'eau de mer. Ces dommages semblent mineurs sur le moment, mais ils seront cruciaux dans les jours à venir. Après 15 minutes d'échange, le Prince of Wales, endommagé et surclassé, bat en retraite derrière un écran de fumée. Lutyens laisse partir le cuirassé britannique. Il ne veut pas poursuivre et gaspiller du temps et du carburant. Sa mission est d'atteindre l'Atlantique et d'attaquer les convois, pas de se battre contre des navires de guerre. Mais le destin a déjà changé de direction. Les nouvelles de la destruction du Hood atteignent Londres à 6h30 du matin. L'effet est électrique, dévastateur. Le Hood était plus qu'un simple navire. Il était un symbole, une icône. Sa perte est un choc psychologique massif pour toute la nation britannique. Winston Churchill reçoit la nouvelle alors qu'il est encore au lit. Son secrétaire privé, John Martin, se souviendra. « Je n'ai jamais vu le Premier ministre aussi bouleversé. Il est resté silencieux pendant plusieurs minutes, fumant son cigare, regardant par la fenêtre. Puis, il a dit simplement « Le Bismarck doit être coulé. Utilisez toutes les ressources nécessaires, mais il doit être coulé. Ce n'est plus une simple opération navale. C'est devenu une question d'honneur national, de vengeance, de survie psychologique. L'Amirauté commence à coordonner une chasse massive. Le cuirassé, HMS King George V, fleuron moderne de la flotte, change de cap pour intercepter. Le porte-avions, HMS Victorious, avec ses avions torpilleurs Swordfish, se rapproche. Le cuirassé HMS Rodney, qui escortait un convoi, reçoit l'ordre d'abandonner sa mission et de rejoindre la chasse. De Gibraltar, la force H, sous le commandement de l'amiral James Somerville, comprenant le porte-avions HMS Ark Royal et le croiseur de bataille HMS Renown, se met en route vers le nord. Plus de 40 navires britanniques convergent maintenant vers une seule cible. Mais où est cette cible? Le 24 mai, les croiseurs britanniques Suffolk et Norfolk suivent toujours le Bismarck à distance. Lutyens sait qu'il est suivi. Il sait qu'une flotte entière se rapproche. Et il a un problème majeur. Les dommages à ses réservoirs de carburant signifient qu'il perd du mazout. Il n'a plus assez de carburant pour compléter sa mission et rentrer en Allemagne. Il doit faire un choix. Continue-t-il vers l'Atlantique? Pour une mission suicide, qui pourrait durer quelques jours tout au plus? Ou fait-il demi-tour vers un port pour réparer? Lutyens choisit la prudence. Il ordonne au prince Eugène de se séparer et de continuer vers l'Atlantique seul. Le Bismarck, quant à lui, se dirigera vers Saint-Nazaire, le port français, occupé par les Allemands, sur la côte atlantique, où il peut être réparé dans des cales sèches massives. C'est la bonne décision stratégique. Mais elle scelle son destin. Pour atteindre Saint-Nazaire, le Bismarck doit traverser près de 2000 km d'océan, poursuivi par la plus grande flotte jamais assemblée pour traquer un seul navire. Dans la nuit du 24 au 25 mai, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le Bismarck réussit à semer ses poursuivants. Le Suffolk, qui suivait le cuirassé allemand au radar, perd soudainement le contact. Pendant plusieurs heures critiques, personne ne sait où est le Bismarck. Lutyens a exécuté une manœuvre habile, changeant de cap sous le couvert de l'obscurité et de la pluie, disparaissant dans l'immensité de l'Atlantique. À l'Amirauté britannique, c'est la panique. Si le Bismarck atteint Saint-Nazaire, il sera réparé, il ressortira, et le cauchemar recommencera. Ou pire, il pourrait revenir vers l'Atlantique et commencer sa mission de destruction des convois. Les amiraux étudient leurs cartes, calculant les trajectoires possibles. Où pourrait aller le Bismarck? Vers l'Allemagne par le nord? Vers Saint-Nazaire? Par le sud? Ou continue-t-il vers l'Atlantique occidental? C'est une loterie géographique à des enjeux catastrophiques. Puis, le 25 mai au matin, Lutyens commet une erreur qui changera tout. Croyant qu'il est toujours poursuivi, il envoie un long message radio au commandement naval allemand, rapportant la bataille contre le Hood et ses intentions de se diriger vers Saint-Nazaire. Le message dure près de 30 minutes. Les Britanniques interceptent immédiatement la transmission. Leur station de radiogoniométrie triangule la position de l'émetteur. Soudainement, ils savent exactement où est le Bismarck. Et plus important, ils savent maintenant où il va. La chasse reprend avec une intensité renouvelée. Le HMS King George V et le HMS Rodney convergent depuis le nord-ouest.
La force H de Somerville monte depuis le sud. Le Bismarck est maintenant dans une tenaille géante qui se referme lentement. Mais il y a un problème. Les cuirassés britanniques rapides consomment énormément de carburant. S'ils ne rattrapent pas le Bismarck bientôt, ils devront faire demi-tour vers leur base pour ravitailler. Et alors, le cuirassé allemand s'échappera. L'amiral John Tovey, commandant en chef de la Home Fleet à bord du King George V, calcule les distances et les vitesses avec son état-major. Ils ont peut-être 24 heures, pas plus, avant d'être forcés d'abandonner la poursuite. Il faut ralentir le Bismarck. Et la seule façon de le faire est avec des avions torpilleurs, 26 mai 1941. Après-midi. Le porte-avions HMS Ark Royal, naviguant dans des mers agitées avec des vagues de 10 mètres, lance ses avions Swordfish. Ce sont des biplans obsolètes, des reliques d'une époque révolue, avec leurs doubles ailes en tissu et leur vitesse maximale à peine supérieure à 200 km/h. Mais ils portent des torpilles, et c'est tout ce qui compte. La première attaque est un fiasco complet. Les pilotes, mal informés, attaquent par erreur le croiseur britannique HMS Sheffield. Heureusement, toutes les torpilles ratent ou dysfonctionnent. Une deuxième vague est préparée. 15 Swordfish décollent à 19h10, volant dans la tempête vers le Bismarck qui se trouve à environ 60 km au nord. À bord du Bismarck, l'équipage épuisé se prépare pour une autre attaque. Ils ont repoussé plusieurs assauts aériens au cours des derniers jours. Les canons anti-aériens sont prêts. Les artilleurs scrutent le ciel gris et orageux. À 20h47, les Swordfish attaquent. Volant à basse altitude à travers les nuages et la pluie battante, les biplans obsolètes plongent vers le cuirassé géant qui zigzague violemment pour éviter les torpilles. Les canons anti-aériens du Bismarck crachent des salves de flammes oranges. Les traceurs illuminent le crépuscule orageux. L'air est rempli de métal mortel. Un Swordfish est touché. Son aile se déchire. Mais le pilote réussit miraculeusement à maintenir le contrôle assez longtemps pour larguer sa torpille, avant de s'écraser dans l'océan. D'autres volent si bas que les vagues éclaboussent leurs roues. C'est un courage suicidaire. Les torpilles frappent l'eau, laissant des traînées blanches alors qu'elles filent vers leur cible. Le capitaine Lindemann hurle désordre depuis la passerelle, virant violemment pour esquiver. La plupart des torpilles ratent. Une frappe la ceinture de blindage au milieu du navire. L'acier épais absorbe l'explosion sans dommage significatif. Mais la 13e torpille, larguée par le sub-lieutenant John Moffat, volant dans des conditions presque impossibles, frappe le Bismarck à l'arrière. L'explosion n'est pas particulièrement impressionnante. Pas de boule de feu spectaculaire, juste un geyser d'eau et un bruit sourd. Les marins allemands sur le pont arrière sentent une vibration, rien de plus. Mais, en dessous, dans les compartiments, de direction à l'arrière du navire, quelque chose de catastrophique vient de se produire. L'explosion de la torpille a tordu l'arbre du gouvernail. Le gouvernail lui-même, cette massive plaque de métal qui contrôle la direction du navire, est maintenant bloqué à 15 degrés bâbord. Les mécaniciens se précipitent pour réparer. Ils essaient tout. Hydraulique, électrique, manuel. Rien ne fonctionne. Le Bismarck, ce monstre de 50 000 tonnes, ce navire qui vient de détruire le Hood, est maintenant condamné à naviguer en cercle. Sur la passerelle, Lindemann comprend immédiatement la gravité de la situation. Sans contrôle directionnel, ils ne peuvent pas atteindre Saint-Nazaire. Ils ne peuvent même pas maintenir un cap constant pour fuir. Tout ce qu'ils peuvent faire est essayer de garder le navire relativement stable en ajustant constamment la puissance de leur moteur. Lütjens envoie un message final au commandement naval. « Navire sans manœuvrabilité, nous combattrons jusqu'à la dernière cartouche. Vive l'Allemagne !» C'est un arrêt de mort. Dans l'obscurité de cette nuit du 26 au 27 mai, les destroyers britanniques harcèlent le Bismarck avec des attaques de torpilles. Aucune ne cause de dommages majeurs, mais elles épuisent l'équipage déjà fatigué. Personne ne dort. Les hommes restent à leur poste, sachant ce qui les attend au lever du jour. Dans les compartiments inférieurs du navire, certains marins écrivent des lettres d'adieu qu'ils placent dans des bouteilles, espérant qu'elles dériveront vers le rivage. Ebengords et d'autres prient. Quelques-uns dorment d'épuisement total, leur corps refusant de rester éveillé malgré la terreur. Le jeune matrose Hans Zimmermann, 19 ans, servant dans une des tourelles de canon de 105 mm,
écrira dans son journal cette nuit-là. Un journal qui sera miraculeusement récupéré après sa mort. Nous savons tous que demain sera notre dernier jour. Les Britanniques arrivent avec leurs cuirassés. Nous ne pouvons pas fuir. Nous ne pouvons que nous battre. Papa, maman, si vous lisez ceci un jour, sachez que je n'avais pas peur. Enfin, c'est un mensonge. J'avais terriblement peur. Nous avons tous peur. Mais nous ferons notre devoir. Et nous sommes des marins du Bismarck. Nous ne nous rendrons pas. Gott mit uns. 27 mai 1941. 8h47 du matin, l'aube se lève sur un océan gris et agité. La visibilité est d'environ 15 km. Et à l'horizon, les silhouettes des cuirassés britanniques apparaissent. Le HMS Rodney et le HMS King George V approchent par le nord-ouest. À bord des navires britanniques, les équipages sont à leur poste de combat depuis avant l'aube. Ils savent qu'ils vont affronter le navire qui a détruit le Hood. Il y a de la nervosité, mais aussi un désir brûlant de vengeance. L'amiral Tovey, observant le Bismarck depuis la passerelle du King George V, peut voir que le cuirassé allemand navigue de manière erratique. Le rapport sur le gouvernail bloqué était donc vrai. Le monstre est blessé, mais il est toujours extrêmement dangereux. À 8h47, à une distance de 24 km, le Rodney ouvre le feu. Ses canons de 400 mm, les plus gros canons jamais montés sur un cuirassé britannique, rugissent. Quelques secondes plus tard, le King George V ajoute son propre feu. Le croiseur lourd HMS Norfolk et le HMS Dorsetshire se joignent à la bataille. Le Bismarck riposte immédiatement. Ses canons de 380 mm tirent salve après salve vers les navires britanniques. Pendant les premières minutes, son tir est précis et terrifiant. Les geysers d'eau explosent autour du Rodney, certains si près que l'eau retombe sur le pont. Mais le Bismarck ne peut pas manœuvrer. Il ne peut que rester relativement immobile, devenant une cible pratiquement fixe pour les Britanniques qui peuvent manœuvrer librement, ajustant constamment leur position pour des tirs optimaux. Les premières touches britanniques arrivent à 8h59. Un obus du Rodney frappe la tourelle de canon avant du Bismarck. L'explosion détruit le système de contrôle de la tourelle. Les canons se taisent, inutilisables. À 9h02, un autre obus perce le pont du Bismarck et explose à l'intérieur, tuant des dizaines d'hommes et endommageant les systèmes de communication. Les différentes parties du navire commencent à perdre contact les unes avec les autres. Ce qui suit est un massacre méthodique. Les cuirassés britanniques se rapprochent progressivement, réduisant la distance de 24 km à 16, puis à 12, puis finalement à seulement 4 km. À cette distance, même un artilleur médiocre ne peut pas rater. Obus après obus frappe le Bismarck. Des explosions déchirent le navire. Les superstructures s'effondrent. Les canons sont détruits un par un. Des incendies font rage dans plusieurs compartiments. L'historien naval Ludovic Kennedy, qui analysera plus tard la bataille en détail, décrira cette phase comme probablement le bombardement le plus intense qu'un navire ait jamais subi et survécu pendant plus de quelques minutes. Mais survécu est un terme relatif. Le Bismarck ne coule pas grâce à son blindage extraordinaire et ses compartiments étanches bien conçus. Mais en tant que navire de combat fonctionnel, il est mort. Tous ses canons principaux sont silencieux, détruits ou sans équipage, capables de les servir. Les canons secondaires tirent sporadiquement, mais leur feu est complètement inefficace. Sur la passerelle, le capitaine Lindemann est tué par un obus qui frappe directement le poste de commandement. L'amiral Lutjens est probablement mort à peu près au même moment, bien que les circonstances exactes soient incertaines, car aucun témoin ne survit. À 9h31, après 44 minutes de bombardement continu, le Bismarck cesse complètement de tirer. Le silence de ses canons est assourdissant après le rugissement constant des dernières 3 quarts d'heure. Le navire est maintenant une épave flottante. Les superstructures sont pratiquement détruites. La tour de commandement est un amas de métal tordu. Des incendies brûlent partout. Des cadavres jonchent les ponts. Les survivants errent dans une sorte de transe, beaucoup blessés, tous en état de choc. Mais le navire flotte toujours. Son blindage de ceinture, ses plaques massives de 320 mm d'acier trempé, a fait son travail. Les obus britanniques ont pulvérisé les structures au-dessus de la ligne de flottaison, mais ils n'ont pas réussi à percer la ceinture de blindage pour ouvrir des brèches catastrophiques
sous la ligne de flottaison. Le Bismarck pourrait théoriquement flotter encore pendant des heures. Tovey se trouve face à un dilemme. Ses navires sont dangereusement bas en carburant. Il ne peut pas rester beaucoup plus longtemps dans cette zone. Mais il doit s'assurer que le Bismarck coule. Il ne peut pas risquer que ce navire, même gravement endommagé, soit remorqué par les Allemands vers un port pour réparation. Il ordonne au croiseur HMS Dorsetshire de s'approcher et de finir le travail avec des torpilles. À bord du Bismarck, les survivants comprennent que la fin est proche. Certains officiers donnent l'ordre d'ouvrir les vannes de sabordage. Si le navire doit couler, qu'il coule par leurs propres mains, pas celles de l'ennemi. C'est une question d'honneur dans la tradition navale allemande. Hans Zimmermann, le jeune matelot dont nous avons lu le journal, est parmi les survivants à ce moment. Il décrira plus tard, car contre toute attente, il sera l'un des 116 hommes sauvés de l'eau. Ces derniers moments. Tout était chaos et fumée. Les blessés criaient. Les morts étaient partout. Quelqu'un a crié que nous devions abandonner le navire. J'ai enlevé mes bottes et mon manteau lourd. J'ai grimpé sur le bastingage. L'eau en dessous paraissait si loin. J'ai vu des hommes sauter, disparaître dans les vagues. Certains portèrent des gilets de sauvetage. D'autres non. J'ai fermé les yeux et j'ai sauté. Le Dorsetshire tire 3 torpilles à bout portant. Au moins 2, peut-être 3 frappent le Bismarck. Mais même maintenant, avec des trous béants dans sa coque et les vannes de sabordage ouvertes, le navire prend longtemps à couler, à 10h36. Près de 2 heures après le début de la bataille finale, le Bismarck commence enfin à chavirer. La proue plonge sous l'eau. La poupe se soulève, les hélices géantes exposées à l'air. Le navire roule sur tribord, puis se retourne complètement, la coque maintenant tournée vers le ciel. Pendant quelques secondes, il reste ainsi, inversé, comme un animal blessé exposant son ventre vulnérable. Puis il glisse sous les vagues. Des centaines d'hommes sont encore dans l'eau, criant, nageant, essayant désespérément de s'éloigner de la succion créée par le navire qui coule. Beaucoup portent des gilets de sauvetage, mais l'eau de l'Atlantique Nord est à 8 degrés Celsius. À cette température, même avec un gilet de sauvetage, l'hypothermie tue en moins d'1 heure. Le Dorsetshire et le destroyer HMS Maori commencent à récupérer les survivants. Les marins britanniques lancent des cordes, des bouées, des filets. Il enterre les Allemands épuisés hors de l'eau. Il n'y a pas d'hostilité maintenant, seulement de la compassion pour des marins qui ont subi l'enfer. Mais, après avoir récupéré environ 116 hommes, le Dorsetshire reçoit un rapport d'un contact sous-marin possible. La menace d'un U-boot. Le commandant prend la décision déchirante d'abandonner les opérations de sauvetage et de partir. Des centaines d'hommes sont encore dans l'eau. Ils regardent les navires britanniques s'éloigner. Certains crient, supplient, d'autres flottent silencieusement, résignés à leur sort. Ils mourront dans l'heure suivante. L'hypothermie les engourdit progressivement. Ils cessent de crier. Leurs mouvements ralentissent. Finalement, la conscience s'éteint et ils glissent sous les vagues. Sur les 2200 hommes à bord du Bismarck, seulement 116 survivront. St. Seas. Un taux de survie de 5%. L'amiral Lutjens avait prédit qu'il ne reviendrait pas. Il avait raison, mais la question demeure. Est-ce que le Bismarck a vraiment changé la face de l'Atlantique? Les mois qui suivent le naufrage du Bismarck voient une transformation radicale de la stratégie navale allemande. Le Tirpitz, navire jumeau du Bismarck, est maintenant le seul cuirassé moderne de la Kriegsmarine. Mais au lieu de l'envoyer dans des raids audacieux contre les convois alliés, l'amiral Erich Raeder et le grand amiral Karl Dönitz choisissent une stratégie complètement différente. Le Tirpitz restera basé dans les fjords norvégiens. Il ne fera presque jamais de sortie offensive. Au lieu de cela, il servira de Fleet in Being, une flotte qui exerce une influence stratégique par sa simple existence plutôt que par ses actions. Et étonnamment, cette stratégie fonctionne. Les Britanniques, traumatisés par la chasse au Bismarck et la perte du Hood, maintiennent des forces navales massives en Atlantique Nord, spécifiquement pour contrer la menace potentielle du Tirpitz. Des cuirassés, des porte-avions, des croiseurs, tous immobilisés dans cette région, ne pouvant pas être déployés vers la Méditerranée ou le Pacifique, où ils seraient désespérément nécessaires. Le Tirpitz ne coulera qu'un seul navire de guerre allié pendant toute la guerre. Un destroyer
lors d'une rare sortie en 1942. Mais sa présence fantôme dans les fjords, Norvégiens forcent les Britanniques à maintenir une flotte entière en alerte constante. C'est une forme de guerre psychologique navale. Les convois vers l'Union soviétique via la route arctique doivent être massivement escortés au cas où le Tirpitz sortirait. Le convoi PQ-17, en juillet 1942, sera dispersé sur la fausse alerte que le Tirpitz approchait, résultant en la perte de 24 navires marchands. La simple peur d'un cuirassé allemand a détruit un convoi entier sans qu'un seul coup de feu soit tiré. C'est peut-être l'héritage le plus étrange du Bismarck. Sa destruction démontra que même les cuirassés les plus puissants étaient vulnérables aux attaques combinées. Aviation, torpilles, bombardements massifs. Mais paradoxalement, elle prouva aussi que la menace psychologique d'un tel navire pouvait être tout aussi puissante que ses canons. Winston Churchill écrira plus tard dans ses mémoires: « La chasse au Bismarck fut l'une des opérations navales les plus dramatiques de la guerre. Mais son impact réel ne fut pas les navires qu'il coula, mais les ressources que nous dûmes consacrer pour nous assurer qu'aucun autre Bismarck ne puisse terroriser l'Atlantique. Dans ce sens, même sa destruction fut une victoire stratégique pour l'Allemagne. Mais il y a un autre changement, plus fondamental, que le Bismarck a catalysé. La bataille du détroit du Danemark et la chasse qui suivit démontrèrent de manière définitive que l'ère des cuirassés comme arme navale dominante était terminée. Ce n'était pas le Rodney ou le King George V qui avaient condamné le Bismarck. C'était un biplan obsolète Swordfish qui avait bloqué son gouvernail avec une seule torpille chanceuse. L'aviation navale était l'avenir. Les porte-avions remplaceraient les cuirassés comme unité capitale des flottes. Cette leçon avait déjà été partiellement apprise à Pearl Harbor quelques mois plus tard et serait confirmée définitivement lors des batailles de la mer de Corail et de Midway en 1942. Mais la destruction du Hood par le Bismarck, suivie de la destruction du Bismarck par des avions, créa une transition psychologique dans la pensée navale. Les amiraux conservateurs qui croyaient encore en la suprématie du cuirassé furent forcés de reconnaître la réalité nouvelle. L'amiral Tovey, lui-même, dans son rapport officiel sur la bataille, écrivit une observation remarquable. Le Bismarck était peut-être le cuirassé le plus puissant jamais construit. Mais il a été vaincu par une arme qui coûte une fraction de son prix et peut être produite en masse. L'avenir appartient aux porte-avions et aux avions torpilleurs, pas aux cuirassés géants. Hans Zimmermann, le jeune survivant du Bismarck, vivra jusqu'en 2004. Dans ces dernières années, il donnera de nombreuses interviews sur son expérience. Une en particulier, enregistrée en 1995 pour un documentaire de la BBC, capture quelque chose de profond. Les gens me demandent souvent si je suis fier d'avoir servi sur le Bismarck. Pour moi, c'est une question compliquée. J'étais fier du navire, oui. C'était une merveille d'ingénierie. J'étais fier de mes camarades, des hommes avec qui j'ai servi. Beaucoup étaient des hommes bons, courageux, qui ne méritèrent pas de mourir dans l'eau glacée de l'Atlantique. Mais fier de ce que nous avons fait, de couler le Hood et tuer 1400 marins britanniques. Non, ça me hante encore. J'ai rencontré Ted Briggs, l'un des 3 survivants du Hood, lors d'une réunion commémorative dans les années 70. Nous nous sommes serrés la main. Nous avons pleuré ensemble. 2 vieux hommes, autrefois ennemis, maintenant juste 2 survivants d'une guerre terrible. Le Bismarck était un symbole de tant de choses. La fierté nationale allemande, la prouesse technique, la puissance militaire. Mais en fin de compte, c'était juste un outil de mort. Il a tué 1400 Britanniques en 5 minutes. Et 3 jours plus tard, 2000 Allemands sont morts quand il a coulé. 3500 hommes morts à cause d'un seul navire. Pourquoi? Pour de l'acier et de l'orgueil. Est-ce que le Bismarck a changé la face de l'Atlantique? Peut-être, mais pas de la manière que les amiraux allemands avaient espéré. Il l'a changé en prouvant que l'ère des super-cuirassés était terminée. Que des millions de tonnes d'acier et des milliers de vies ne pouvaient pas gagner une guerre navale moderne. C'étaient les U-boots, l'aviation, le radar, le décryptage des codes. Ce sont ces choses qui ont déterminé le cours de la bataille de l'Atlantique. Pas un seul navire géant, aussi puissant soit-il. Aujourd'hui, l'épave du Bismarck repose à près de 5000 mètres de profondeur dans l'Atlantique Nord,
à environ 650 km à l'ouest de Brest. Elle a été localisée en 1989 par l'explorateur Robert Ballard, celui-là même qui avait trouvé l'épave du Titanic 4 ans plus tôt. Les images sous-marines montrent un navire étonnamment intact compte tenu des circonstances de sa destruction. La coque est posée droite sur le fond marin. Les tourelles de canon gisent à proximité, décrochées pendant la descente. Le blindage épais est encore visible, montrant relativement peu de dommages structurels malgré le bombardement intense qu'il a subi. Cela confirme ce que beaucoup d'historiens navals avaient longtemps suspecté. Le Bismarck n'a pas été réellement coulé par les Britanniques. Le sabordage par son propre équipage a probablement joué un rôle crucial dans sa descente finale. Les Britanniques avaient détruit le navire en tant qu'unité de combat. Mais sa coque robuste aurait pu flotter pendant des heures de plus sans les vannes de sabordage ouvertes. C'est une distinction technique qui n'a pratiquement aucune importance. Que le navire ait coulé à cause des torpilles britanniques ou du sabordage allemand, le résultat fut le même. 2086 hommes morts au fond de l'océan. L'épave est maintenant considérée comme une tombe de guerre, protégée par les lois internationales. Il est interdit de la piller ou de la déranger. Elle reste là où elle est tombée. Un monument sous-marin à l'hubris technologique et au coût humain de la guerre navale. Quelque part dans ces compartiments sombres et silencieux, dans l'obscurité totale des profondeurs abyssales, reposent les restes de l'amiral Lütjens, qui avait prédit qu'il ne reviendrait pas, du capitaine Lindemann, qui avait commandé son navire avec compétence jusqu'à sa mort violente, de 1900 autres marins dont les noms sont gravés sur des monuments en Allemagne, mais dont les corps resteront à jamais dans l'Atlantique. Ils sont morts pour un navire qui était censé changer le cours de la guerre. Et dans un sens étrange et ironique, peut-être l'a-t-il fait, juste pas de la manière que quiconque avait prévu. Le Bismarck a prouvé que même le cuirassé le plus puissant jamais construit pouvait être vaincu. Que la technologie, seule, ne gagnait pas les guerres. Que l'orgueil national et l'ingénierie brillante ne pouvaient pas compenser la réalité stratégique fondamentale. L'Allemagne ne pourrait jamais égaler la capacité de production navale combinée de la Grande-Bretagne et des États-Unis. La bataille de l'Atlantique serait finalement gagnée non pas par des super-cuirassés individuels, mais par des centaines de navires d'escorte produits en masse, par des milliers d'avions, par le décryptage patient des codes Enigma, par la coordination massive des convois, par l'innovation technologique dans les sonars et les radars. Le Bismarck était le dernier hurrah d'une philosophie navale mourante. Il était magnifique, terrifiant, techniquement impressionnant, et fondamentalement inadapté à la guerre moderne. Épilogue. Le dernier survivant. En 2021, 80 ans après le naufrage, une cérémonie commémorative a eu lieu en Allemagne. Des descendants des hommes du Bismarck étaient présents. Des historiens navals, des représentants de la marine allemande moderne. Aucun survivant n'était vivant pour y assister. Le dernier, Bruno Rzonka, était décédé en 2004 à l'âge de 86 ans. Hans Zimmermann était mort quelques mois plus tôt. Mais Ted Briggs, le dernier survivant du Hood, était encore vivant en 2008 quand il a donné sa dernière interview publique à l'âge de 85 ans. On lui a demandé s'il haïssait les hommes du Bismarck pour ce qu'ils avaient fait à son navire et ses camarades. Sa réponse est instructive, non. Comment pourrais-je les haïr? Ils faisaient leur devoir, tout comme nous faisions le nôtre. Ils ont tiré sur notre navire. Nous avons tiré sur le leur. Leur tir était plus précis ce jour-là. Et 1400 de mes camarades sont morts. 3 jours plus tard, notre tour est venu, et 2000 des leurs sont morts. C'est la nature terrible de la guerre navale. J'ai eu la chance incroyable de survivre quand mon navire a explosé. J'ai été projeté dans l'eau par la force de l'explosion. Je ne sais pas comment. Par miracle, j'ai réussi à nager jusqu'à un radeau. J'ai regardé mon navire, mon foyer pendant 2 ans, disparaître sous les vagues en 3 minutes. C'était le spectacle le plus horrifiant que j'ai jamais vu. Mais cette horreur n'était pas unique au Hood. Les hommes du Bismarck ont vécu la même chose 3 jours plus tard. Leur navire détruit. Leurs camarades morts. L'eau froide. L'attente de la mort. La vraie leçon du Hood et du Bismarck n'est pas sur la gloire de la bataille ou la puissance des cuirassés. C'est sur le coût insensé de la guerre.
3500 hommes bons sont morts en 8 jours à cause de 2 navires. Et pourquoi? Le Bismarck n'a jamais accompli sa mission. Il a coulé un navire avant d'être lui-même détruit. Était-ce un échange valable? 1400 vies britanniques contre 2000 vies allemandes et le plus grand cuirassé jamais construit? Je ne pense pas. La guerre est une folie. Parfois une folie nécessaire face à la tyrannie, mais une folie quand même. Ted Briggs est décédé le 4 octobre 2008. Avec lui est morte la dernière voix vivante de cette bataille titanesque de mai 1941. Maintenant, il ne reste que les épaves. Le Hood, brisé en 3 sections à 1200 mètres de profondeur dans le détroit du Danemark. Le Bismarck, relativement intact à 4800 mètres dans l'Atlantique. 2 tombes métalliques contenant les restes de plus de 3000 hommes. Et les questions persistent. Est-ce que le Bismarck a changé la face de l'Atlantique? Stratégiquement, marginalement. Psychologiquement, énormément. Philosophiquement, peut-être plus profondément que quiconque ne l'avait prévu. Il a prouvé que les supercuirassés, ces monstres d'acier qui avaient dominé la pensée navale depuis des décennies, étaient des dinosaures. Puissants, impressionnants, mais inadaptés au monde moderne de l'aviation navale, du radar et de la guerre électronique. Il a démontré que même l'ingénierie la plus brillante ne pouvait pas compenser des désavantages stratégiques fondamentaux. L'Allemagne ne pouvait pas gagner une course aux armements navals contre les puissances alliées combinées. Elle ne l'a jamais pu. Et plus que tout, il a rappelé, ou aurait dû rappeler, le coût humain terrible de la guerre navale. Des milliers d'hommes, enfermés dans des châteaux d'acier, se tirant dessus à des distances où ils ne pouvaient même pas voir les visages de leurs ennemis, mourant par centaines quand leurs navires explosaient ou coulaient, noyés dans l'eau glacée ou écrasés dans des compartiments qui s'effondraient. Le Bismarck était censé être invincible. Il a duré 9 jours en opération. Le Hood était censé être le symbole de la puissance britannique. Il a été détruit en 3 minutes. Ces 2 faits, juxtaposés, racontent toute l'histoire de la futilité de placer sa foi dans des machines individuelles, aussi puissantes soient-elles. Les guerres ne sont pas gagnées par des super-armes, elles sont gagnées par la stratégie, la logistique, la production industrielle, la persévérance, et oui, le sacrifice de milliers d'hommes ordinaires qui font leur devoir dans des circonstances extraordinaires. Le Bismarck fut extraordinaire, mais extraordinaire ne suffit pas. Au fond de l'Atlantique Nord, à près de 5 kilomètres sous la surface, dans une obscurité et un silence presque complet, repose un navire qui était censé changer le monde. Autour de lui, dans un rayon de plusieurs kilomètres, jonchant les débris de sa destruction, tourelles de canon, plaques de blindage, équipements divers, et quelque part dans ces débris, peut-être, une bouteille contenant une lettre d'adieu d'un jeune marin à sa famille. Un journal intime décrivant les dernières heures. Une photographie d'une fiancée qui n'a jamais revu son amour. Ces petits artefacts humains, s'ils existent encore, racontent la vraie histoire du Bismarck. Pas une histoire de puissance et de gloire, mais une histoire de jeunes hommes envoyés combattre et mourir dans une machine de guerre qui, malgré toute sa sophistication technologique, ne pouvait pas les sauver quand le moment crucial est venu. Le Bismarck a changé la face de l'Atlantique, mais pas comme ses créateurs l'avaient imaginé. Il l'a changé en servant d'épitaphe à une ère entière de guerre navale. Il fut le dernier grand cuirassé à mourir en combat de surface pendant la Seconde Guerre mondiale. Après lui, les porte-avions régneraient, et peut-être, dans cette transition, dans cette démonstration violente que même les plus grandes machines peuvent être vaincues, il y avait une leçon que nous n'avons toujours pas complètement apprise. La puissance seule ne gagne rien. La technologie seule ne sauve rien. Au final, toutes les guerres sont gagnées et perdues par des êtres humains. Leurs décisions, leur courage, leurs erreurs, et trop souvent, leur mort. Le Bismarck repose maintenant dans l'obscurité éternelle des profondeurs. Un monument à l'ambition, à l'ingéniosité et à la folie de croire qu'une seule arme, aussi parfaite soit-elle, peut changer le cours de l'histoire. 3500 hommes sont morts pour cette leçon. Puissions-nous ne jamais l'oublier. Dans les décennies qui ont suivi le naufrage du Bismarck, les historiens, les ingénieurs navals et les survivants ont continué à débattre de ce qui s'est réellement passé durant ces 9 jours fatidiques de mai 1941. Certains affirment que la destruction du Bismarck était inévitable dès l'instant
où il a quitté les eaux norvégiennes. Les Britanniques avaient trop de navires, trop de ressources, trop de détermination. Un seul cuirassé, aussi puissant soit-il, ne pouvait pas échapper à une flotte entière déterminée à le détruire. D'autres soutiennent que le Bismarck aurait pu s'échapper si la torpille chanceuse du Swordfish n'avait pas bloqué son gouvernail. Avec une manœuvrabilité complète, il aurait pu atteindre Saint-Nazaire, être réparé et potentiellement terroriser l'Atlantique pendant des mois, sinon des années. Mais tous ces débats, aussi intéressants soient-ils techniquement, passent à côté de la question fondamentale. Qu'aurait vraiment accompli le Bismarck, même s'il avait survécu? Examinons les mathématiques froides de la situation. En mai 1941, les Alliés opéraient des centaines de navires marchands dans l'Atlantique. Même si le Bismarck avait coulé 10 navires marchands lors de chaque sortie, un nombre extraordinairement optimiste, il n'aurait fait qu'une petite brèche dans la capacité d'approvisionnement alliée. Les chantiers navals américains produisaient des navires Liberty plus rapidement que les Allemands ne pouvaient les couler. Le véritable impact du Bismarck, comme nous l'avons vu, n'était pas dans ce qu'il pouvait détruire, mais dans les ressources qu'il forçait les Britanniques à immobiliser. Chaque fois qu'un cuirassé allemand menaçait de sortir, la Royal Navy devait déployer une force écrasante pour le contrer. C'était de la guerre asymétrique avant que le terme ne devienne populaire. Un navire allemand immobilisait 5 ou 10 navires britanniques. Du point de vue de l'efficacité des ressources, c'était en fait une stratégie brillante, mais elle avait ses limites. Contrairement aux U-boots qui pouvaient être produits en masse relativement rapidement, les cuirassés prenaient des années à construire et nécessitaient des installations industrielles massives. L'Allemagne ne pourrait jamais construire assez de cuirassés pour sérieusement menacer la domination navale alliée. Le vice-amiral Kurt Fricke, chef d'état-major des opérations navales allemandes, avait compris cette réalité dès 1940. Dans un mémorandum confidentiel à l'amiral Raeder, il avait écrit « Notre stratégie de surface ne peut être que de perturber et de distraire. Nous ne pouvons pas gagner une guerre de surface contre la Royal Navy. Nos cuirassés sont des pions dans un jeu plus large. Leur valeur n'est pas dans ce qu'ils peuvent couler, mais dans l'anxiété qu'ils créent et les ressources qu'ils forcent l'ennemi à déployer. » Vu sous cet angle, le Bismarck a peut-être accompli sa mission même en étant détruit. Les 8 jours de sa sortie ont monopolisé l'attention de la Royal Navy entière. Des dizaines de navires ont été détournés d'autres missions. Les convois ont été retardés. Les opérations en Méditerranée ont été affectées. Et psychologiquement, la destruction du Hood a été un coup dévastateur au moral britannique, compensé seulement partiellement par le naufrage ultérieur du Bismarck. Mais cette victoire allemande a eu un coût. Le Bismarck lui-même et plus de 2000 marins. Dans l'analyse froide de la guerre, était-ce un échange favorable? Les stratèges pourraient débattre pendant des heures. Mais pour les familles des 2086 hommes qui ne sont jamais rentrés, la question n'a pas de réponse satisfaisante. L'héritage technologique du Bismarck au-delà des questions stratégiques, le Bismarck a laissé un héritage technologique significatif qui influencerait la conception navale pendant des décennies. Son système de blindage, par exemple, était révolutionnaire. Au lieu d'utiliser un blindage uniforme sur toute la coque, les ingénieurs allemands avaient créé un système de blindage par zone, où les zones critiques recevaient une protection maximale tandis que les zones moins importantes avaient un blindage minimal pour économiser du poids. Cette approche permettait au Bismarck d'avoir une protection extraordinaire et sur ses soutes de munitions, sa salle des machines et ses postes de commandement, tout en maintenant une vitesse et une maniabilité supérieures à d'autres cuirassés comparablement armés. L'efficacité de ce système a été prouvée durant sa dernière bataille. Malgré avoir été touché par des centaines d'obus, le Bismarck n'a jamais subi de pénétration catastrophique de sa ceinture de blindage principale. Les Britanniques ont pulvérisé les superstructures, mais ils n'ont jamais réellement coulé le navire dans le sens traditionnel. Cette leçon n'a pas été perdue sur les concepteurs navals d'après-guerre. Les cuirassés de classe Iowa américains, les derniers cuirassés jamais construits, incorporèrent des principes similaires de blindage par zone. Et même aujourd'hui, les navires de guerre modernes utilisent des concepts dérivés de cette approche. Un blindage concentré autour des zones
Les critiques, comme les magasins de missiles plutôt qu'un blindage. Uniforme, le système de contrôle de tir du Bismarck était également remarquablement avancé. Ses calculateurs mécaniques pouvaient intégrer des dizaines de variables: vitesse du navire, vitesse de la cible, direction du vent, température de l'air, usure des canons pour calculer des solutions. De tir d'une précision extraordinaire, c'était ce système qui avait permis au Bismarck de toucher le Hood. Lors de sa 5e salve à une distance de plus de 20 km, un exploit de précision remarquable. Même selon les standards modernes après la guerre, les équipes de renseignement alliées ont soigneusement étudié ces systèmes. Beaucoup de leurs principes ont été incorporés dans les systèmes de contrôle de tir naval d'après-guerre et finalement dans les premiers systèmes informatiques de guidage d'armes. Il y a une ironie dans tout cela. Le Bismarck a été conçu comme une arme de guerre, mais son véritable héritage pourrait être les innovations technologiques qu'il a introduites, qui ont survécu longtemps après que le navire lui-même soit devenu un récif artificiel au fond de l'océan, l'essa. Leçon stratégique ignorée, mais peut-être que l'aspect le plus frustrant de l'histoire du Bismarck est de constater combien de ces leçons ont été ignorées par les générations suivantes de planificateurs militaires. La leçon centrale qu'une super arme individuelle ne peut pas compenser des désavantages stratégiques fondamentaux aurait dû être évidente. Pourtant, l'histoire militaire d'après-guerre est jonchée d'exemples de nations investissant des ressources massives dans des systèmes d'armes révolutionnaires individuels, croyant qu'ils fourniront un avantage décisif. Les super porte-avions américains de classe Nimitz coûtent 13 milliards de dollars chacun. Ils sont des merveilles d'ingénierie, capables de projeter une puissance aérienne massive n'importe où dans le monde. Mais sont-ils vulnérables à des armes asymétriques moins coûteuses, missiles de croisière, drones, mines? Le Bismarck nous a enseigné que même les plateformes les plus puissantes ont des vulnérabilités. Les chars Abrams américains, les chasseurs F-22 Raptor, les sous-marins de classe Seawolf, tous sont des systèmes d'armes extraordinaires représentant le summum de la technologie militaire. Mais l'histoire suggère que les guerres sont rarement gagnées par des super-armes individuelles. Elles sont gagnées par la stratégie, la logistique et la capacité à adapter rapidement la tactique aux réalités du champ de bataille. Le Bismarck était peut-être le cuirassé le plus avancé technologiquement jamais construit, mais il a été vaincu par des biplans obsolètes portant des torpilles et achevé par des cuirassés britanniques moins sophistiqués mais plus nombreux. La quantité a sa propre qualité. La flexibilité stratégique bat souvent la supériorité technologique pure. Ce sont des leçons que le Bismarck a enseignées de manière brutale et définitive. Pourtant, 70 ans plus tard, nous construisons toujours des systèmes d'armes individuelles extraordinairement coûteux, en pariant qu'ils fourniront un avantage décisif. Peut-être que nous n'avons pas vraiment appris les leçons du Bismarck, après tout. Le facteur humain, ce que les statistiques ne peuvent pas capturer. Toutes ces analyses stratégiques et technologiques, aussi importantes soient-elles, risquent d'obscurcir l'élément le plus important de toute l'histoire du Bismarck, les êtres humains qui l'ont vécu. Pensez à Ernst Lindemann, le capitaine du Bismarck, officier professionnel avec plus de 25 ans de service. Il savait que la sortie du Bismarck était risquée, mais il avait ses ordres. Il avait son devoir. Il a commandé son navire avec compétence jusqu'au moment où un obus britannique l'a tué sur sa propre passerelle. Qu'aurait-il pu accomplir si sa vie n'avait pas été coupée court à 46 ans? Aurait-il servi dans la marine allemande d'après-guerre, aidant à reconstruire une force navale démocratique? Aurait-il écrit des mémoires, enseigné dans une académie navale, transmis son expertise à la prochaine génération? Nous ne le saurons jamais. Comme 2000 autres hommes à bord du Bismarck, son potentiel futur a été brutalement terminé par les réalités de la guerre navale. Ou pensez à Lancelot Holland, le vice-amiral britannique à bord du Hood. 54 ans! Une carrière distinguée, s'étalant sur plus de 3 décennies. Il avait survécu à la Première Guerre mondiale, avait servi avec distinction dans les années d'entre-deux-guerres, avait atteint l'un des postes les plus prestigieux de la Royal Navy. En quelques secondes, tout cela s'est terminé. Il n'a même pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. Le Hood a explosé
et s'est brisé si rapidement que la mort a dû être instantanée pour la plupart des hommes à bord. 1415 familles britanniques ont reçu des télégrammes cette semaine-là. Nous regrettons de vous informer. Des mères, des épouses, des enfants, des fiancés, tous recevant la thé. Nouvelle que leur être cher ne reviendrait jamais. 2086. Les familles allemandes ont reçu des nouvelles comme similaires quelques jours plus tard, 3500. Cercles de chagrin se sont propagés à travers l'Europe. Chacun représentant non seulement la perte immédiate d'un être aimé, mais toutes les possibilités futures qui ne se réaliseraient jamais. Les mariages qui n'auraient jamais lieu, les enfants qui ne naîtraient jamais, les carrières qui ne se développeraient jamais. C'est le véritable coup du Bismarck. Pas mesuré en tonnes d'acier ou en puissance de feu ou en avantages stratégiques, mais mesuré en vies humaines, en potentiel gaspillé, en futurs qui ne se sont jamais matérialisés. Le souvenir qui s'estompe aujourd'hui, 84 ans après le naufrage du Bismarck. Et combien de personnes se souviennent vraiment de cette histoire? Les passionnés d'histoire militaire, certainement. Les historiens navals. Les descendants des hommes qui sont morts. Mais pour le grand public, le Bismarck est au mieux une note de bas de page dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, éclipsée par des événements plus larges, Pearl Harbor, le débarquement, Stalingrad. Hiroshima et d'une certaine manière, s'est approprié. Parce que malgré toute sa puissance et son importance symbolique, le Bismarck n'a finalement pas changé grand-chose au cours de la guerre. L'Allemagne aurait perdu avec ou sans lui. La bataille de l'Atlantique a été décidée par les U-boots, le décryptage des codes et la capacité industrielle américaine, pas par les cuirassés de surface. Mais il y a quelque chose de profondément insatisfaisant dans cette conclusion. 3500 hommes sont morts. Leurs vies avaient de l'importance. Et même si la bataille dans laquelle ils sont morts n'a pas finalement changé le cours de la guerre. C'est peut-être la leçon finale et la plus importante du Bismarck. Dans la grande comptabilité de l'histoire, les vies individuelles sont souvent oubliées, submergées par les récits plus larges de nations et de guerres. Mais ces vies individuelles sont ce qui importe vraiment. Le jeune Hans Zimmermann, qui a survécu et qui a ensuite passé sa vie à témoigner de l'horreur qu'il avait vécue. Bob Tilburn, qui a regardé le Hood exploser et qui a porté ce souvenir jusqu'à sa propre mort, des décennies plus tard. Ted Briggs, qui a miraculeusement survécu à l'explosion du Hood et qui a ensuite consacré sa vie à honorer la mémoire de ses camarades morts. Ces hommes, et les milliers d'autres dont nous ne connaissons pas les noms, sont la vraie histoire du Bismarck. Pas les spécifications techniques du navire, pas les décisions stratégiques des amiraux, mais les expériences vécues d'hommes ordinaires pris dans des événements extraordinaires. Conclusion finale. Le poids de l'acier et des âmes alors, est-ce que le Bismarck a changé la face de l'Atlantique pendant la Seconde Guerre mondiale? La réponse dépend de ce que nous entendons par « changer ». Stratégiquement, son impact direct a été minimal. Il a coulé un cuirassé britannique et quelques navires marchands. Il a forcé les Britanniques à déployer des ressources massives pour le traquer. Il a démontré que même les cuirassés les plus modernes étaient vulnérables aux attaques aériennes. Mais aucune de ces choses n'a fondamentalement altéré le cours de la guerre. Psychologiquement, son impact a été plus significatif. La destruction du Hood a été un choc terrible pour le moral britannique, compensé seulement partiellement par le naufrage ultérieur du Bismarck. La peur d'un autre raid de cuirassés allemands a influencé les décisions stratégiques britanniques pendant des mois. Philosophiquement, peut-être que son impact le plus durable a été de servir d'épitaphe à l'ère des cuirassés. Après le Bismarck, il était clair pour tout le monde que l'avenir de la guerre navale appartenait aux porte-avions et à l'aviation, pas aux forteresses flottantes d'acier. Mais au-delà de toutes ces considérations, le Bismarck reste un rappel puissant du coût humain de la guerre. 3500 hommes morts, des milliers de familles brisées, des potentiels infinis perdus dans les eaux froides de l'Atlantique. Si nous devons nous souvenir du Bismarck, et je crois que ce devrait être moins comme un symbole de puissance navale ou de prouesse technologique, et plus comme un avertissement sobre sur le prix que nous payons quand nous choisissons de résoudre nos différends par la violence. Le Bismarck repose maintenant à 5 km sous la surface,
dans une obscurité et un silence éternel. Les hommes qui l'ont construit, commandé, et sur lequel ils ont combattu, sont tous morts maintenant. Même les survivants qui ont vécu jusqu'au XXIe siècle sont partis. Bientôt, il ne restera que l'épave elle-même, et les histoires que nous racontons à son sujet. Puissent ces histoires nous rappeler non pas la gloire de la bataille, mais son coût, non pas la puissance des armes, mais la fragilité de ceux qui les utilisent. Non pas le triomphe de la technologie, mais la tragédie de son application à la destruction humaine. Le Bismarck a peut-être changé la face de l'Atlantique. Mais plus important encore, son histoire devrait changer notre façon de penser la guerre elle-même. Parce qu'au final, aucune quantité d'acier, aussi épais soit-il, ne peut protéger contre le coût humain du conflit. Aucune arme, aussi puissante soit-elle, ne peut justifier la perte de milliers de vies jeunes et prometteuses. C'est la véritable leçon du Bismarck. Une leçon écrite dans l'acier, le sang et l'eau salée au fond de l'océan Atlantique. Puissions-nous enfin l'apprendre.